merci pour l'invitation. Déjà, c'est vrai que enfin, comment dire, la radio, ça fait partie de ce que j'appelle avec d'autres spécialités, pour ne citer qu'elle, l'anatomopathologie, la biologie et la médecine nucléaire, c'est un peu les médecins de l'ombre. C'est-à-dire qu'on a besoin de nous, mais souvent, on ne sait pas trop ce qu'on fait et qui on est. Donc, c'est l'occasion d'en parler un peu plus et de répondre aussi à toutes les questions qui peuvent être à ce sujet sur la radio et, comme on disait, la médecine en général et les études médicales en général, puisqu'on est tous passés par là. Donc moi, du coup, donc c'est Fanny Barabas. Donc j'ai commencé, donc je vais peut-être commencer par mes études de médecine. Donc j'ai fait la première année de médecine, donc c'était l'année de la réforme de la PACES, donc c'était en 2010. Donc voilà, donc j'ai fait la première année. La première fois que je l'ai fait, je l'ai ratée à 7 places. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Je l'ai refait une deuxième fois et c'est pas parce qu'on rate la première année une fois qu'on fait pas la spécialité qu'on veut. Hein, comme quoi, faut pas se décourager. Hein, il n'y a pas de fatalité. Donc la deuxième année, j'ai bien réussi, du coup, ça s'est bien passé. Ensuite, bah, c'est là qu'on rentre donc, dans tout le circuit donc, des études médicales, donc avec un tronc commun donc, qui dure jusqu'à la sixième année, où après on passe le CN. Donc entre-temps, moi je me suis motivée, j'ai fait 2 UE d'enseignement à la recherche qui m'ont permis d'avoir un M1, juste le Master 1. Ça, on pourra en reparler éventuellement s'il y en a qui sont intéressés. Et puis après, bah, j'ai passé l'internat donc en 2017 et j'ai choisi la radiologie. Et là, moi, je suis en dernière année, je passe bientôt en dernier semestre de radio. Donc, je suis à Lyon. Donc, j'ai fait toutes mes études à Lyon, à la faculté de Lyon Sud, parce qu'il y a 2 facs à Lyon. Peut-être qu'il y a des Lyonnais parmi vous. Et j'ai fait donc aussi mon internat à Lyon. Donc l'internat, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'entendre parler, ça marche par période de 6 mois, où tous les 6 mois, en fait, on change de stage pour en fait approfondir notre spécialité et avoir en gros un enseignement thématique tous les 6 mois. Et comme ça, à la fin de notre internat, on a fait un petit peu le tour et on est polyvalent. Voire nous, en radiologie, ce qu'on fait, c'est qu'on se surspécialise. Et donc moi, je suis en surspécialisation imagerie de la femme. Voilà. Et si tu nous parles un peu de l'internat de radio, en fait, déjà, il dure combien de temps? Donc l'internat de radio, c'est 5 ans. Alors là, il y a une refonte, des réformes de l'internat qui viennent de passer. Donc on va dire en standard, c'est 5 ans, mais on a maintenant, en fait, l'internat, il est divisé en plusieurs phases, en tout cas pour les études spécialisées. Donc la première année s'appelle la phase socle, où en gros on apprend les bases. Après, il y a les phases de consolidation, donc nous, c'est d'approfondissement, c'est 3 ans. Et notre phase de consolidation, donc, qui est la dernière année d'internat, donc la 5e année, on peut choisir de faire une année, on va dire, classique avec une surspécialisation, ou alors si on décide, parce qu'en radiologie, on aura le temps du coup d'en reparler, de faire l'option, ce qu'on appelle RIA, radiologie interventionnelle avancée, c'est 2 ans. Donc certains de mes collègues qui vont faire de la radiologie interventionnelle poussée vont finalement avoir un internat de 6 ans, mais ce n'est pas la majorité des gens. Ouais, parce qu'on va vraiment en reparler justement. Le radiologue, souvent dans l'imaginaire des gens, on va dire, bah voilà, c'est le médecin qui va te faire tes radios. Et déjà, tu sais que c'est un médecin, parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, mais c'est le monsieur qui fait la radio ». Non, c'est pas exactement ça. C'est ça, déjà, effectivement, c'est un médecin. Donc, il a fait les mêmes études que tout le monde, voilà. Tu poses des conditions à ton examen. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui découlent de ça, donc on aura vraiment l'occasion d'en parler. Mais aussi, il y a toute cette partie interventionnelle dont on va beaucoup parler. Et c'est une activité de certains radiologues, bien sûr. C'est ça. Donc, en fait, si on voulait résumer la radio en 2 mots, ce serait transversalité et c'est très varié, quoi. C'est tellement vaste. C'est pour ça qu'on est obligé de se surspécialiser, parce que maintenant, en fait, on peut faire tellement de trucs qu'on ne peut pas être vraiment performant partout. Il y a beaucoup trop de choses, quoi. Vraiment, il y a beaucoup trop de choses. Donc déjà, la radiologie, un petit préambule aussi, pour la séparer pour ceux qui sont déjà en médecine et qui ont ces petites bases de la médecine nucléaire, les médecins, les nucléaristes, en fait, eux, ils font donc un peu d'imagerie, mais eux, leur particularité, c'est qu'ils utilisent des traceurs radioactifs pour étudier globalement une fonctionnalité, le métabolisme, par exemple. Pour ceux qui ont un peu des notions toujours, par exemple, pour étudier la thyroïde, ils vont injecter un radiotraceur à base d'iode radioactif et ils vont étudier le fonctionnement thyroïdien. Nous, on n'a aucun radiotraceur, on ne fait vraiment que de la morphologie pure, qu'elle soit diagnostique ou maintenant même thérapeutique. On va attendre d'en reparler. Donc, on a plusieurs modalités d'examen.
on a d'abord les modalités qu'on appelle nous irradiantes, donc c'est qui utilise les rayons X, donc la radio standard que vous connaissez tous, voilà, on fait une radiographie. Le scanner, donc c'est pareil des rayons X, mais on fait une acquisition 3D et ça nous permet donc d'avoir des images en 3D. Et après, il y a donc d'autres techniques qui sont non irradiantes, qui sont l'échographie, donc vous connaissez sûrement également, et l'IRM. Globalement, voilà, pour les modalités qu'on fait. Et du coup, quand tu es radiologue, tu peux aussi, forcément, je pense, quand tu es interne, tu te formes à plus ou moins toutes ces techniques-là. Et après, tu peux te spécialiser, faire que de l'échographie, faire que des IRM, faire que du scanner. Ça se passe comment plutôt? En général, non, disons, comment dire. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt d'autres spécialités qui aiment bien faire de l'imagerie et du coup ils font des DU et ils aiment bien faire de l'échographie. C'est plutôt comme ça que ça se passe, mais nous on est formés à tout, radio, écho, scanner, IRM, et c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant parce qu'en fait, disons que nous, c'est vrai que par rapport à d'autres spécialités, on a moins le côté thérapeutique, c'est-à-dire moi je ne prescris pas de médicaments globalement, mais l'avantage de ça, c'est que toute la partie donc apprentissage de la thérapeutique, le suivi des médicaments, ça, je ne l'ai pas. Et donc, nous, je trouve ce qui est super intéressant, c'est qu'on pousse vachement plus la physiopathologie des maladies, leur aspect sous toutes les imageries. Vraiment, donc, c'est très, très, très intéressant là-dessus parce que vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas le côté thérapeutique, mais on a tout le reste, tout le côté diagnostique qui est hyper intéressant. Ouais, c'est vrai, bon, il n'y a pas forcément le côté thérapeutique, mais il faut quand même aussi rappeler que dans la prise en charge, par exemple, dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaires où tu es avec d'autres confrères, où tu discutes d'un patient, donc ça, c'est par exemple le cas en oncologie où tu as des patients qui sont compliqués, où tu vas te réunir avec tes confrères, toi, tu as clairement un rôle central, même d'aiguillage thérapeutique par rapport à tout ça. C'est très vaste. Un patient qui est aux urgences, maintenant, il a très souvent... si c'est un petit peu sérieux, il a comme très souvent une imagerie. Et en fait, nous, c'est vrai que ce qui est un peu peut-être stressant au début, voire grisant, c'est que nous, si on dit un truc ou un autre truc, ça peut tout changer en fait. C'est vraiment hyper important. Ouais. Et du coup, il y a une question de Eva là, qui va bien avec ce qu'on est en train de dire. Déjà, Eva, je te remercie parce que je pense que tu nous suis depuis pas mal de temps, j'ai l'impression, que je vois ton nom poser des questions presque toutes les semaines. Elle demande, le radiologue analyse les images ou c'est également toi qui accueille les patients et qui les installe pour prendre des images? Alors, non, c'est pas. Enfin, en général, non, c'est pas moi qui les accueille et qui les installe. Sauf, on va dire, des fois en garde quand tu es tout seul et que tu n'as pas, on va dire que tu es en procédure dégradée. Oui, ça m'arrive d'accueillir les patients et pour faire l'échographie, mais non, en fait, on fonctionne toujours avec nos manipulateurs radio. C'est un petit peu pour faire un raccourci nos infirmières dans les services, quoi. Nous, on n'a pas d'infirmières, on a des manipulateurs radio, donc c'est eux qui accueillent les patients, qui leur font donc les radios, qui les installent au scanner, qui font l'acquisition que je leur ai demandé. Par exemple, si un patient vient pour telle ou telle chose, c'est moi qui vais dire, voilà, on va explorer telle région du corps, on va injecter un produit de contraste ou pas injecter un produit de contraste, on va l'injecter à tel temps ou tel autre temps. Donc c'est pour ça que pour les externes qui nous écoutent, remplir les demandes d'imagerie, c'est important parce que nous, selon ce que vous cherchez et vos hypothèses, on ne va pas faire la même chose. Donc c'est moi, en gros, c'est moi qui lui dis ce qu'on fait. Et après, lui, il fait les images avec le scanner, la machine, et moi, je les interprète. Et voilà. Ouais. Ouais, alors après, c'est vrai qu'il y a il y a vraiment un rôle aussi sur l'orientation de l'examen, parce que c'est vraiment toi qui finalement décide de l'examen que tu vas faire, de comment tu vas le faire, en fonction de l'orientation aussi un peu clinique. Enfin, il y a vraiment tout ça qui rentre en compte. Il y a plusieurs contextes. Il y a le contexte de l'urgence, le contexte des patients qui viennent en programmer pour des bilans divers et variés. Mais par exemple, si on prend le contexte de l'urgence, j'ai l'urgentiste qui va me faire une demande, qui va me dire, soit, en fait, il y a deux cas de figure. Soit le clinicien a un peu une idée de où il va, et donc il nous suggère, voilà, moi j'aimerais éliminer ça ou chercher ça. Ou alors, des fois, c'est pas toujours évident. Hein. Il dit, voilà, moi, mon patient, il est, pardon, je sais pas, moi, il a mal au ventre et il a un syndrome inflammatoire. Mais bon, je sais pas, moi, par exemple, il est un peu dément, il parle pas trop. Bon, on va essayer de chercher un peu large et on va, du coup, avancer dans l'hypothèse. Alors que des fois, quand un patient a tel ou tel symptôme, on veut, par exemple, éliminer une embolie pulmonaire, voilà, on a un but un peu plus précis, ça dépend, en fait. Donc, en fait, la clinique, pour le radiologue, c'est ultra important, on est d'accord? Oh, oui. Sachant que c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on est un peu les médecins de l'ombre, mais on est médecins aussi. J'ai fait les mêmes études que tout le monde, j'ai le même tronc commun, j'ai les mêmes bases.
voire sans être prétentieux ni rien, je pense que j'ai plus de connaissances sur certaines pathologies qu'un interne de premier semestre, parce que justement, j'ai vu passer des patients, j'ai vu des scanners, des choses comme ça. Donc en fait, des fois, il ne faut pas hésiter à nous appeler, nous dire, voilà, je ne sais pas trop, mais mon patient, il a ça et ça, qu'est-ce que tu en penses? On discute, on n'est pas... Enfin voilà. On veut trouver et faire le mieux pour le patient. Si par exemple, des fois on hésite entre quelle est la meilleure imagerie à faire pour chercher telle ou telle chose, nous on est là aussi pour ça, pour conseiller, pour dire voilà, si tu cherches ça, il vaut mieux faire ça dans tel contexte. Ouais, justement, en fait, Élise, voilà, tu poses la question, est-ce qu'il s'agit surtout d'un travail d'analyse de résultats? Justement, en fait, clairement, c'est pas que ça, hein, comme tu viens de le dire. C'est clairement pas que ça, parce que tu as tout l'aspect clinique, l'aspect de voilà, de présentation Par de exemple, typiquement, moi, quand on me met sur une demande d'examen défense en fossiliaque droite, je pense que tous les patients que j'ai vus en échographie, je suis bien au courant de ce que c'est qu'une défense et ce que c'est pas une défense. Parce que des fois, on nous met un peu les mots-clés, et puis après, moi, les patients, je les vois, je leur appuie sur le ventre quand je fais l'échographie, voilà, j'ai des notions, hein, on n'est pas perché sur notre planète. Hein. derrière la console. Voilà. Et du coup, la deuxième question d'Élise, c'est est-ce qu'il y a des gestes techniques à réaliser ou est-ce que tu peux réaliser des gestes techniques? Oui, du coup, c'est toute la partie donc interventionnelle. Après, en fait, on peut tellement faire de trucs que c'est un peu chaque radiologue, pas fait ce qu'il veut, mais disons qu'on a la possibilité de se former à des gestes techniques, mais après, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça et ils ne sont pas obligés forcément d'en faire dans leur vie. C'est plus que c'est un type d'exercice du coup varié. Soit on peut faire de la radiologie plus conventionnelle en choisissant souvent quand même une petite surspécialité, comme je le disais, parce que c'est vraiment très vaste. Sauf si après, on peut faire juste de la radiologie générale, mais ça peut être un peu frustrant parce que dès que ça devient un peu pointu, et on passe la main, quoi. C'est un peu comme entre les généralistes et les spécialistes, c'est un peu pareil. Et après, effectivement, donc on a toute la radiologie interventionnelle qui va donc du diagnostic, c'est-à-dire on fait beaucoup de biopsies, de ponctions, thérapeutiques aussi, des drainages, par exemple, quand il y a des abcès et que on n'a pas envie d'opérer le patient ou parce que c'est beaucoup moins morbide de faire un drainage percutané, et nous, on fait les drainages. En fait, on va faire tout ce qui est possible de faire en s'aidant en fait, de nos modalités d'imagerie parce que on les connaît bien, on sait bien les lire et les interpréter. Donc, en fait, on va s'aider de nos imageries, de nos différentes modalités pour faire des gestes. Donc, comme je disais, les biopsies, donc c'est possible sous scanner, par exemple des biopsies pulmonaires. C'est possible sous échographie. C'est le plus pratique parce que l'échographie, je pense que tout le monde se représente un peu ce que c'est. Donc, c'est un appareil et c'est dynamique. Donc, on voit en direct quand on met l'aiguille où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Ça se fait aussi sous, c'est radio, c'est pas exactement le terme consacré, on s'appelle plutôt ça scopie. En fait, la scopie, c'est on fait plein de petites radios peu dosées en dynamique en même temps qu'on fait des gestes. Et aussi, c'est beaucoup plus rare, mais ça existe éventuellement aussi sous IRM. Donc voilà, en fait, on va s'aider de nos techniques pour guider nos gestes. Donc les biopsies, les drainages. Après, il y a de la radiologie un petit peu plus lourde, même on fait de la thérapeutique. Ça, tout le monde n'en fait pas. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la radiologie interventionnelle avancée. Donc c'est tout ce qui est embolisation, par exemple. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est, en gros, on va injecter du produit dans les vaisseaux et se repérer en circulant dans les vaisseaux du corps, donc les artères ou les veines, enfin c'est plutôt les artères. Et par exemple, si quelqu'un a un accident de voiture, a un traumatisme de la rate et qui saigne, nous, on va, grâce à nos techniques d'imagerie, se repérer, passer dans le vaisseau et aller boucher le vaisseau qui saigne en passant donc par une artère de la jambe. Ça évite en fait d'ouvrir le ventre du patient. Donc on a comme ça des possibilités thérapeutiques assez sophistiquées. On peut rentrer dans les détails si ça vous intéresse ou si ça, selon les questions, mais voilà, en fait, on a vraiment un champ d'action qui est très très vaste grâce à toutes les modalités d'imagerie qu'on a. Effectivement, c'est justement voilà, là-dessus vraiment qu'on veut venir sur cet aspect vraiment technique des radiologues que les gens ne connaissent pas forcément. Donc tout ce qui concerne, comme tu disais, la radioembolisation, les biopsies radio éco-guidées, sous scopie, voilà, il y a vraiment tout cet univers-là, c'est très très vaste, c'est très important. Et là, ton patient, il est face à toi, quoi. Je veux dire, c'est toi qui fais le geste, c'est toi qui monitore tout. Donc là, il y a de l'action. C'est ça, il y a de l'action. Il y a de l'action. Après, voilà, comme je disais, il y a des gens qui aiment vraiment beaucoup l'interventionnel et qui font vraiment plus d'interventionnel que de la radiologie conventionnelle. Il y a des gens qui ne veulent pas piquer personne, donc ils n'en font pas. Enfin, tout est possible, en fait, vraiment, tout est possible. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je fais un peu d'interventionnel, pas des trucs, pas des embolisations, tout ça, mais
moi, comme je fais de l'imagerie de la femme et notamment de la sténo, c'est ce qui est intéressant notamment en sténo, et c'est pour ça que j'ai bien aimé ça, c'est qu'on a vraiment un vrai rôle avec le patient. Par exemple, on fait les dépistages pour le cancer du sein. Bon, si c'est pas de chance, on est là pour ça, mais on trouve quelque chose. Bon, on propose à la dame de faire la biopsie, donc ça se fait sous échographie, on fait l'anesthésie locale, on fait la biopsie, etc. Admettons que ce soit un cancer. Bon, après, la dame, si c'est un petit cancer, elle va se faire opérer, mais on va pas lui enlever tout ça, on va lui enlever qu'une partie du sein. Donc après, nous, pour aider le chirurgien, parce que des fois, c'est des petites choses de 1 cm pas palpables, on va après, le jour de l'opération, mettre un repère dans le sein, donc un harpon, comme un fil d'Ariane, vous imaginez, on va mettre une petite aiguille qui est reliée à la peau par un fil, et après, le chirurgien, il n'a plus qu'à suivre ce fil pour aller opérer, en fait. Voyez, vous avez plein de trucs que vous pouvez faire, quoi. Bah oui, et donc dans cette prise en charge-là, c'est toi qui reçois le patient, c'est toi qui fais l'interrogatoire, c'est toi qui l'examine, qui palpe, qui fait éventuellement l'écho, comme tu as dit, la biopsie, etc. Donc tu as même un circuit un peu presque fermé Oui, en en fait. sténo, tu as un circuit assez... ou les biopsies, par exemple, là, tout récemment, il y avait une patiente qui venait pour un cancer du col assez étendu, il y avait plein de ganglions, et il y en avait un au PET scan, du coup, grâce à nos amis nucléaristes, et donc, qui était en susclaviculaire gauche, ici, et donc on m'a demandé, en fait, ça changeait vraiment la prise en charge, si ce ganglion était envahi, ça changeait vraiment la thérapeutique. Donc on m'a dit, est-ce que tu penses que tu peux biopsier sous écho ce ganglion-là? Et du coup, on a regardé, bon, c'était pas le truc le plus facile, mais une petite cytoponction, hop, et ça a répondu que c'était envahi. Du coup, ça rend service parce que comme ça, les oncologues, ils savent à quoi s'en tenir, parce que le PET scan, c'est sûr que c'est bien, mais il faut quand même la preuve histologique de ce qu'on avance pour la prise en charge, quoi. Ouais. Alors, Eva, elle nous pose une autre question, alors plus un peu sur l'organisation. Est-ce que tu as des services à faire durant l'internat? Les stages obligatoires peut-être à faire durant l'internat? Alors maintenant, nous à Lyon en tout cas, on a un coordinateur qui est très zélé et tout est très organisé. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les régions, mais nous, il faut qu'on passe dans un peu toutes les surspécialités. On a des stages à valider, donc moi j'ai fait un peu de tout, hein. Après, il y a des stages où on peut avoir 2 thématiques en même temps. Par exemple, j'ai fait un stage où il y avait du digestif en même temps de l'urinaire. J'ai fait cœur-thorax en même temps. En fait, voilà, il faut qu'on passe dans toutes les surspécialités. Donc finalement, il y en a beaucoup, hein. Il y a digestif, urinaire, thorax, imagerie cardiaque, imagerie de la femme, imagerie pédiatrique, imagerie neuro. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? C'est déjà pas mal. Os, ostéo-articulaire, bien sûr. Donc voilà, ça fait beaucoup de domaines quand même, hein. Et tout ça, et dans chaque domaine, il y a toutes les modalités d'imagerie et éventuellement l'interventionnel qui va avec. Donc vous comprenez que c'est très très vaste, il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui veulent piquer et qui veulent pas piquer, quoi. Et tu peux faire des stages cliniques aussi pendant ton internat ou c'est pas forcément conseillé? Ouais. Nous maintenant, c'est plus obligatoire, mais avant la réforme, il fallait qu'ils fassent un stage hors filière, comme on appelle. D'accord. Et au niveau des gardes et des astreintes, ça se passe comment? Et chaque région, le sujet épineux des gardes, chaque région s'organise selon ses centres. Nous, c'est vrai qu'à Lyon, on a beaucoup de gardes et c'est pas ce que je préfère, on va pas se mentir. Mais il y a des villes où il y en a moins que d'autres, ça dépend. Et est-ce que tu fais des gardes quand tu es les premiers semestres, deuxième semestre ou c'est plus tard? Alors, les gardes, quand on est premier semestre et même deuxième semestre au début, on fait des gardes aux urgences, comme les autres, hein, aux urgences cliniques, hein, on palpe les patients, enfin voilà, avant d'acquérir un minimum de connaissances en radiologie. Et après, on commence, à Lyon en tout cas, hein, les gardes de radio. Et nous, on a plusieurs tours de garde. On a un tour de garde, en fait, avec les jeunes internes qui débutent, ils ne sont pas tout de suite tout seuls, ils sont avec un chef. Et petit à petit, on est plus ou moins tout seul. Ok, c'est un peu en binôme, c'est ça? Et voilà. ça commence à partir de quelle année, les gardes? Tu nous as pas dit? En fait, dès le deuxième, troisième semestre, on commence les gardes en radio. En Et radio. après, aux urgences, moi j'ai fait quelques gardes au saut, quoi, aller aux urgences, les portes d'urgence, quoi, Ouais. en premier semestre. Alors Eva, elle pose aussi la question, est-ce que tu peux nous parler d'une journée type ou d'une semaine type quand tu es interne de radio? Alors en fait, donc c'est sûr que comme je vous le disais, il y a plusieurs modalités possibles. Souvent, ce qui se passe, que ce soit dans le privé, dans le public, quand on est interne, chef ou voilà, on fonctionne par demi-journée.
souvent. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a une demi-journée par modalité en général. Des fois, on peut avoir la même modalité qui se répète, mais souvent, le matin, on va faire par exemple échographie et l'après-midi IRM. Et on peut switcher comme ça. Bon, ça peut arriver de faire échographie le matin et l'après-midi, mais c'est assez fréquent qu'on ait par demi-journée, on change de modalité. Et ça sur toute la semaine, en fait. Sur toute la semaine. Ouais. Après, est-ce que le temps, au final, j'ai un peu du mal à l'imaginer, mais est-ce que le temps, du coup, plus administratif, entre guillemets, où tu vas voilà, rédiger ou dicter tes comptes rendus, c'est conséquent ou... Alors oui, c'est vrai qu'on peut parler carrément d'une journée. En fait, ce qui se passe, c'est que, d'ailleurs, petite anecdote, quand il y a des hors-filières qui ne sont pas en radio et qui viennent faire des stages de radio, parce qu'il y en a qui sont intéressés, hein, des gastro, des uros, tout ça, ils disent « Ah, on ne pensait pas que vous bossiez autant ». En fait, les gens, ils croient que... en fait, nous, c'est vrai qu'on fonctionne en moyenne, on fait un examen tous les quarts d'heure. Donc, en fait, dites-vous que quand j'arrive le matin à 8h, ou des fois l'IRM, ça commence à 7h30, ça dépend des endroits, les vacations, tout ça. En moyenne, je fais un dossier tous les quarts d'heure. Donc, en fait, ça peut être, c'est un peu fatigant au début, et selon la complexité des dossiers, c'est-à-dire que moi, tous les quarts d'heure, j'ai un patient avec un contexte clinique différent où il faut que je donne mon avis, en gros. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est facile, enfin on ne dirait pas, mais de switcher comme ça tous les quarts d'heure de dossiers plus ou moins complexes, c'est quand même assez fatigant au début quand on n'a pas trop l'habitude. D'accord, ok. Donc par exemple, si on arrive, on va dire, allez, je suis à l'IRM, donc j'ai une première patiente qui vient, par exemple, à suspicion d'endométriose, donc bon, on va aller voir les symptômes qu'elle a. Enfin, souvent, nous, on a mis en place pour gagner un peu du temps une petite fiche où elles mettent un petit peu tous leurs symptômes. Moi, comme ça, j'ai tout ça quand j'interprète mon examen. On passe, la patiente va dans l'IRM, elle fait les séquences. Moi, pendant que la machine tourne, je regarde l'examen en direct, je commence à dicter mon compte-rendu. Quand la patiente sort, je vais lui dire un petit mot. Et puis après, le compte-rendu est fait et au suivant, quoi. Enfin, c'est comme ça. C'est pareil aussi pour l'échographie. Bon, c'est pas exactement pareil, mais c'est pareil dans le sens où j'ai l'ordonnance. On me dit, le patient vient parce qu'il a ça, ça, ça. Moi, je vais voir le patient, je fais l'échographie en direct. Et puis après, quand je sors, je dicte mon compte-rendu et le patient part avec son compte-rendu et on enchaîne comme ça, quoi. Donc c'est vrai que dites-vous, c'est un petit peu comme un médecin généraliste qui tous les quarts d'heure voit un patient. Bon, nous, c'est pareil, sauf que voilà, à chaque fois, tu fais ton compte-rendu à la sortie de l'examen, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé pas de refuser un examen, mais je sais pas, d'appeler le clinicien en disant peut-être l'examen, moi je le ferais plutôt comme ça, ou même de prendre l'initiative de changer d'examen parce que tu considérais que c'était pas forcément adapté? Oui, ça arrive, hein, clairement. Des fois, on nous demande des trucs qui sont un peu bizarres. On les appelle et on peut leur dire, écoute, là, je trouve que c'est pas très indiqué, hein. Ou des fois, on a des internes qui enfin souvent, par exemple, les enfants, parce que moi je travaille donc un hôpital femme-mère-enfant, donc on a pas mal de pédiatrie et de femmes enceintes, fatalement. Et donc c'est vrai que chez ces populations assez particulières, on évite de faire trop d'examens irradiants. Donc des fois, quand on a en face de nous, des fois c'est des jeunes internes qui ne sont pas toujours seniorisés, enfin c'est pas toujours évident, qui sont un peu stressés, qui nous demandent plein d'examens irradiants pour un enfant ou une femme enceinte, on leur dit de se détendre 2 minutes et qu'on va essayer de répondre à la question déjà avec l'examen qu'on a à notre disposition, refaire un contrôle de la bio, enfin voilà, on essaie un peu de désescalader parce que sinon on se retrouve à faire de la radiothérapie, quoi. Ouais. Caricature un peu, mais... Ouais, c'est intéressant la question sur les enfants. Comment tu fais pour gérer un enfant quand tu dois le mettre dans un scanner et qu'il ne faut pas qu'il bouge pendant 5 minutes ou 10 minutes? Ah là, on remercie la patience de nos manipulateurs radio qui, bon là, ils sont formés, ils ont l'habitude, hein. Mais des fois, dans le scanner, on a installé une petite lumière, on peut leur proposer la lumière, ou des fois, les parents, ils mettent un tablier de plomb, ils restent à côté d'eux, hein. C'est possible aussi, mais on essaie de les persuader, voilà, c'est... Ah ouais, pas facile. Là, pour le coup, Ouais, il y a c'est un peu sport. du relationnel, il y a du relationnel, quoi. C'est un peu sport, ouais. Ou en échographie, c'est pareil, ou comme les pédiatres ou les médecins généralistes, hein. Des fois, il y en a, ils sont cool, et puis des fois, ils vous voient arriver, ils sont déjà en train de pleurer, vous les avez pas touchés, quoi. Donc après, Ouais. c'est... Faut ruser. Ok. Il y a une question de Milan qui est un peu technique, on va dire, mais tu vas pouvoir nous répondre, je pense, Fanny. Pour l'imagerie cardio, en dehors de l'écho, est-ce que c'est préférable de faire un internat de radio et de se surspécialiser, ou alors un internat de cardio avec des DU en complément? Alors ça, c'est notre grande bataille. On en a marre que les cardiologues nous piquent notre imagerie. Donc moi, je dirais qu'il faut faire de la radio et faire de l'imagerie cardiaque. Mais après,
tout dépend de ce que tu veux faire. Si c'est juste l'imagerie cardiaque qui t'intéresse ou si c'est toute la cardio. Après, les cardiologues, ils font déjà leurs ETT eux-mêmes, leurs échographies transthoraciques, leurs écho-cœurs. Mais il y a nous, là, on a un hôpital cardiologique où ils font les IRM cardiaques, les coroscanners. D'ailleurs, les coroscanners, ça se développe bien, même dans le privé, hein, parce que c'est un bon complément pour les patients qui ont un risque cardiovasculaire, on va dire, modéré plus, et chez qui on n'a pas envie de faire une coronarographie, parce que la coronarographie, en fait, on pique dans une artère du bras du patient, on lui met du produit pour regarder les coronaires, donc c'est un peu invasif. Donc, on a développé une technique de scanner où on peut regarder les coronaires. Donc, ça se développe quand même pas mal pour les gens chez qui on veut voir l'état des coronaires, mais sans aller jusqu'à leur piquer dans le bras pour aller voir les coronaires, quoi. Ouais. Et du coup, moi, ça me fait penser aussi qu'il faut rappeler que la radio, c'est une spécialité quand même qui est très, très demandée aux ECN et à l'internat. Faut le dire quand même, c'est quand même difficile d'être radiologue. Bah oui, il y a tout. Bon, après, c'est sûr qu'il ne faut pas être 7000 sur 8000, mais après, je veux dire, ça se fait quand même, hein. Si on est mobile, je ne sais pas quel est le rang, le dernier classé en radio l'année dernière, mais nous, ouais. Ça ne dépasse pas 4000. Je pense que ça doit être dans les 3800, 4000 grand maximum. Et c'est vrai qu'après, voilà, il faut vraiment bouger dans les villes un peu plus périphériques. Cela dit, est-ce que quand tu es dans des villes périphériques, tu as accès à un plateau moins important? Je sais pas. Bah, franchement, je ne veux pas être élitiste ou quoi, mais c'est vrai si on est par exemple dans des villes où tu n'as qu'un seul CHU, où tu vas faire tes 5 ans dans un seul CHU, sauf si tu arrives à faire plein d'inter-villes, que tu arrives à aller dans d'autres villes, c'est vrai que c'est quand même. Faut quand même bosser beaucoup personnellement, quoi. Ouais. Parce que si tu as quand même une grosse ville avec plusieurs CHU, une bonne formation, c'est sûr, je pense que c'est un peu mieux. Alors peut-être que du coup, nous, on en bave un peu plus pendant l'internat, on va pas se mentir, mais à la fin, tu es solide quand même. Et ouais, tu dis que tu fais des gros horaires quand même pendant ton internat? Franchement, ça dépend des stages. On va dire que quand tu es jeune interne, tu fais les stages prenants et plus durs, et à la fin, tu commences à te dire, bon, ça y est, j'ai donné, maintenant je... Mais oui, par exemple, moi, il y a des stages où on faisait le staff avec les chirurgiens à 7h45, ou alors quand il n'y avait pas le staff avec les chirurgiens, il y avait l'IRM à 7h30, et puis il y avait 3 RCP par semaine jusqu'à 19h30, quoi, donc, ou voire 20h. Ouais. Donc il y a des fois, c'est bon, ça dépend. Après, là, ça, c'est un peu l'extrême. Et puis après, il y a des stages où c'est vrai que par rapport à d'autres spécialités où il faut gérer, par exemple, les entrées dans le service à 18h30, nous, vu qu'on a la garde à 18h30, globalement, quoi qu'il arrive, il y a un mec qui va venir pour faire la garde. Donc après, on va pouvoir partir. C'est sûr qu'on a quand même cet avantage-là par rapport à d'autres spécialités. Ouais. Et toi, c'est quoi qui t'a poussé à choisir de la radio, en fait? Tu le fais depuis le début que tu veux faire de la radio, ou il y a quelque chose qui t'a... Je veux dire, c'est pas... Au début, j'ai fait un stage quand j'étais externe en radio, un peu par hasard, en fait, parce qu'il fallait que je fasse un stage en pédiatrie, et que moi, la pédiatrie, ça me branchait pas, et j'ai dit, tiens, il y a un stage de radio-pédiatrie qui va valider la pédiatrie, donc très bien, j'ai fait ça. Et en fait, c'est vrai que moi, rapidement, quand j'ai fait mes stages d'externat, j'étais un petit peu blasée par l'expérience de la vie de service, quoi. Les entrées, pousser le chariot, appeler la bactérie, tout ça, c'était pas du tout mon truc. Et c'est vrai que j'ai été un peu frustrée jusqu'à quand je suis c'est en 5e année que j'ai fait mon stage en radio. J'étais un peu blasée, j'ai vraiment eu un moment où je me suis remis en question en me disant mince, mais franchement, mes études, elles me passionnent, mais là, vraiment, le quotidien dans les services, ça me gonfle, quoi. Et donc, ce stage-là, que j'ai choisi un peu comme ça pour valider la pédiatrie, c'est la première fois où, quand je suis arrivée dans un stage, je me suis dit, ah ouais, ça, je me verrais bien le faire au quotidien, quoi. Donc après, j'ai refait un autre stage en radio après quand j'étais en 6e année, et ça a confirmé que ça me plaisait. Donc en fait, j'ai eu envie de faire ça, quoi. Mais c'était au début, non, je pensais pas du tout faire ça. Ok, et après, tu n'as pas changé d'avis et tu t'es vraiment resté sur cet Ouais, objectif. je suis restée là-dessus. Et puis c'est vrai que bon, on a des inconvénients, des avantages, mais c'est vrai que je trouve quand même que, ce que j'aime bien, c'est que des fois, on a quand même le beau rôle. On nous amène un petit peu le patient et la situation clinique sur un plateau d'argent, et nous, on donne notre avis, quoi. Et après, bon, c'est aux cliniciens de le gérer. Donc c'est vrai que ça peut être un peu énervant pour d'autres spécialistes qui se disent, bon, lui, c'est un peu le prestataire de service. Mais en fait, du coup, ça a un aspect bien et pas bien, parce que les gens te prennent pour un prestataire de service. Des fois, ils te prennent vraiment pour l'imageur.
Donc ça, c'est chiant parce qu'on a fait les mêmes études que tout le monde et on a aussi notre avis médical à donner sur les choses et que la communication entre les cliniciens cliniciens et nous est toujours meilleure pour avoir le meilleur diagnostic et la meilleure prise en charge. Mais dans un sens, c'est vrai que des fois, on est quand même bien content quand il y a des patients un petit peu chiants ou compliqués de les laisser voir, dire bon, vous verrez ça avec votre médecin traitant, quoi. Ouais, Je l'avoue. ouais, c'est vrai que bon, tout le monde se pose la question à un moment ou à un autre quand t'es avec le Voilà. patient, un peu relou, mais ok. Bon, j'en profite et je vois que vous êtes toujours tous là, ça fait vraiment plaisir. On n'est pas beaucoup, mais en même temps, on est depuis le début le même nombre, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre, parce que là, vous voyez, on échange vraiment sur pas mal de sujets. Et moi, je découvre aussi des aspects un peu de la radio que je connaissais pas forcément. Et bon, moi, je continue à te poser des questions, du coup, Fanny, parce Ouais, qu'il pas de reste souci. plein de temps. Ah, attends, Milan, il a une question, je ne l'ai pas encore. Je sens Yann, la question venir. Euh, En ce qui concerne le salaire, est-ce que la radio, c'est vraiment au-dessus de beaucoup d'aspects ou est-ce une légende urbaine? En vrai, c'est une bonne question et Non, mais il n'y a je aucun n'ai pas tabou, il n'y a osé, pas de problème. j'ai pas osé te la poser, mais on est libre. Donc, vas-y, Fanny, je te laisse répondre On à est Milan. libre. Alors, moi, je ne connais pas le salaire de toutes les spécialités médicales. Je vais parler de la radio, de ce que je connais. Je pense que disons qu'on a des spécialités qui s'en rapprochent. En fait, combien les médecins sont payés, juste pour faire un mini laïus, c'est lié à comment en fait la santé est rémunérée et c'est une tarification à l'acte globalement. Donc c'est vrai qu'en radiologie, vu qu'on a la possibilité de faire pas mal d'actes, il y a possibilité d'être bien payé. Vu que par exemple, quand on fait une échographie abdominopelvienne avec Doppler, la cotation c'est 70 euros. Donc vous vous dites que si vous faites 70 euros fois X échographie, bah voilà, vous avez le total. Donc oui, c'est vrai que dans le public, globalement, il y a des écarts entre le public et privé, il y a des gros écarts de salaire. Et c'est pour ça que la majorité des radiologues partent du public parce que c'est vraiment c'est trop tentant, quoi, j'ai envie de dire. Parce que dans le public, vous avez certes des cas très intéressants, mais il y a, bah, comme on connaît, la lourdeur administrative. Dès qu'on veut mettre en place quelque chose, il faut demander à 36 personnes au-dessus pour mettre quelque chose en place. Et c'est vrai que des fois, cette lourdeur de l'hôpital, bah, ajoutée au salaire moyen et à comparer au salaire du privé, donne envie de partir. Donc, c'est vrai que dans les cliniques, pour parler de chiffres, c'est au minimum 10 000 euros par mois. Ouais. Ouais. Et après, bah, bien sûr, le problème aussi, Ça dépend combien de temps on travaille, évidemment. Mais, c'est que voilà, plus si tu veux vraiment gagner beaucoup, bah, il faut que tu travailles beaucoup en fait, hein. C'est c'est toujours ça. le Après, problème, entre guillemets. c'est le même problème. Après, il y a aussi, faut se méfier de ceux qui, moi, ce que j'appelle, et moi j'ai un seuil pour bien travailler en fait. Moi, il y a un seuil à partir duquel je trouve qu'on torche clairement et qu'on fait de la merde. Donc, Ouais. certes, il y a moyen de bosser plus efficacement que dans le public. Il suffit de, voilà, c'est sûr que quand on rajoute une secrétaire, un manip et que tout est organisé pour que le médecin ait juste à faire son boulot de médecin et pas passer des coups de fil, dire à la secrétaire, bah, mets tel patient tel jour sur le planning, machin, bah, c'est sûr que ça roule, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a moyen d'optimiser, mais il y a des endroits où, bon, il y a un petit peu de l'abus dans les deux sens, quoi. Enfin, Ouais. mais oui, c'est une spécialité qui gagne bien, c'est clair. Ouais. Après, voilà, c'est vrai que ça se vérifie aussi même Mais au après, je veux dire, les quotidien. ophtalmos, les anesthésistes sont pas en reste non plus. Enfin, je veux dire, voilà, il faut pas. Anapet, je sais pas combien c'est dans le privé, mais enfin, je pense que y a Ah bah, pas. plus tu travailles et Voilà, de toute plus tu façon, c'est gagnes ça. bien ta vie. Il n'y a pas de Faut secret. voir Ça, et tu peux travailler jour et nuit. ouais. Voilà. Après, disons qu'il y a une différence aussi entre. Maintenant, il y a plusieurs modes d'exercice, si on veut parler un peu plus. Donc, évidemment, on peut rester à l'hôpital. Ce qui se développe un peu pour faire rester les gens, et aussi l'hôpital est content parce que ça leur fait un peu des sous vu qu'on leur reverse de l'argent, c'est l'activité privée, donc libérale à l'hôpital. Donc, les praticiens ont le droit de faire, je crois que c'est maximum 30% de leur temps en activité privée. Donc, c'est-à-dire que les patients, ils n'ont pas forcément des placements d'honoraires d'ailleurs. Je crois que juste la mutuelle, c'est pas remboursé pareil, mais eux, les patients n'ont pas forcément à avancer de l'argent. Et du coup, ça fait qu'il y a plus d'argent en gros qui est reversé au radiologue à l'hôpital public, quoi. Donc il y a ça dans le public. Après, il y a les gens aussi. Souvent, c'est pas fait à long terme, c'est faire juste du remplacement en fait. C'est-à-dire qu'on a un contrat avec une structure
nous embauche. Ce que je fais, par exemple, moi, en parallèle d'hôpital, par exemple, pour une journée de temps en temps, ça peut être fixe, ça peut être occasionnel, ce que les médecins généralistes font, enfin, ce que tout le monde fait. Et on est payé à la journée pour faire une vacation, quoi. Ou à la demi-journée, d'ailleurs. Les remplacements, tu peux les faire même quand tu es interne à partir du 5e semestre, c'est ça? Nous, sauf si là, au niveau du ministère, tout ça, ça change, mais pour l'instant, quand en radio, on a 5 semestres validés, avec le mot du coordinateur de DES, là, plus faut s'inscrire à l'ordre, machin, on peut avoir une licence de remplacement. Ouais. Bon, c'est intéressant, plein de modalités d'exercice différents. C'est intéressant, sachant que bon, selon les stages dans lesquels on est, des fois c'est prenant, on n'a pas trop le temps de remplacer, et je pense que par rapport à d'autres spécialités, moi j'ai des bons amis qui sont par exemple gastro-entérologues, et lui il est tellement pris que même s'il pouvait remplacer, il remplace pas. Nous c'est vrai que quand même, il y a moyen de pouvoir remplacer un petit peu et arrondir ses fins de mois quand on interne, ce qui n'est pas négligeable sur la fin de l'internat quand ça commence à être long, parce que même si c'est très intéressant et que moi je regarde pas du tout la radio, etc., 5 ans d'internat, c'est long. Franchement, à la fin, on a quand même envie de finir. Oui, c'est vrai. Bah, oui. C'est un peu, en fait, on est pour moi, c'est un sentiment partagé entre on a envie que ça se termine, en même temps, on se dit waouh, déjà 5 ans, il y a tellement de trucs encore que je n'ai pas approfondi parce que c'est tellement vaste, mais en fait, comme tout le monde, je pense qu'on a envie de se poser dans notre vie, arrêter de changer d'endroit tous les 6 mois. Enfin voilà, c'est vrai que les études médicales, de façon générale, pour ceux qui ne sont pas forcément encore là-dedans, c'est vrai que c'est quand même long. Et moi, j'ai toujours voulu faire ça depuis que j'ai 10 ans. Et voilà, donc je suis vraiment quelqu'un de motivé. Et là, je commence à me dire, j'ai envie que ça se termine quand même. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est vrai que peut-être pour les plus jeunes, alors je ne sais pas les gens qui nous suivent s'ils sont externes ou s'ils sont vraiment plus jeunes, mais voilà, tu as toujours l'idée de te dire, bah ouais, c'est dans longtemps, c'est loin, mais en fait, les années passent très très vite et puis ça s'enchaîne. Et puis à un moment, on te met un patient dans les mains, on te dit vas-y, va faire la prescription, mais what? Je sais pas, hier je savais pas faire, et puis le lendemain, enfin, du coup, ça va très très vite, et voilà, faut garder cet objectif en tête. Ça va hyper vite, et en même temps, on se dit, ouais, c'est vrai que là. Ouais. On se dit, ouais. Mais... Ok, alors il y a plein de questions qui sont arrivées, enfin, quelques questions. Eva qui nous posait sur le salaire. Hein? Tu dis quoi? On a parlé d'argent, ça y est, ça serait ouais. Non, c'est pas ce qui intéresse forcément les gens. Eva, du coup, elle posait la question sur le salaire à l'hôpital. Alors, c'est pas, elle demande, est-ce que c'est un salaire à l'acte ou c'est un salaire fixe? Non, justement, en fait, à l'hôpital, je connais pas tous les échelons par cœur, mais en fait, c'est comme toutes les professions à l'hôpital, il y a un système d'échelons. Donc, en fait, ton salaire, il augmente quand tu augmentes d'échelon, quoi. Donc, ouais, en fait, c'est public. Tu as une grille salariale que tu peux même consulter. Hein, et ouais, si ça t'intéresse vraiment, tu as la grille salariale du praticien hospitalier en début de carrière avec 1 an d'ancienneté, 2 ans, oui, etc. c'est ça. En plus, à l'hôpital, il y a différents statuts. Soit on est praticien, donc en général, il y a un petit concours, soit on est attaché, assistant. Enfin, il y a plein de statuts particuliers. Et nous, c'est vrai que ce qui fait un peu fuir aussi les radiologues d'hôpital, c'est que pour l'instant, bon, ils espèrent que ça change, mais quand tu es praticien hospitalier à plein temps, en fait, tu n'as pas le droit, par exemple, de faire des remplacements à côté pour arrondir tes fins de mois, en fait. Le fait d'être PH à plein... Si t'es pas à plein temps, c'est bon. Et du coup, en fait... donc ça, les gens n'ont pas envie en fait de se dire bah voilà en fait je vais être à plein temps là-bas et je pourrais même pas si j'ai envie de faire par exemple un remplacement par-ci par-là bah, je peux pas quoi. Donc les gens ils sont pas hyper motivés. Mais là en ce moment il me semble que les statuts de PH sont en train un peu de changer. Ouais, ça évolue pas mal. Il y a des gens qui restent avec l'activité libérale. En fait ça c'est vraiment dépendant de chaque endroit, de chaque hôpital quoi. Et à propos de la radio interventionnelle, est-ce que tu es obligé d'avoir quand même des structures assez conséquentes pour pouvoir l'exercer, ou au final en libéral, ou tu vois dans une activité un peu plus de ville, tu peux faire de la radio interventionnelle? Tout dépend quel type de radio interventionnelle. C'est sûr, la radiologie interventionnelle lourde, souvent on a besoin d'une équipe de chirurgie et ou d'anesthésie-réanimation parce que bah, si ça beurre, il faut quand même pouvoir avoir les réa ou les chires. Et aussi parce qu'on fait certains gestes lourds comme ça sous anesthésie générale ou sous sédation. Donc non, il y a des gestes qu'on ne peut pas faire sans une grosse structure. Ça, c'est vraiment les gros gestes. Je veux dire, les biopsies mammaires, par exemple, ça, c'est des gestes qui sont faits dans des cabinets de ville, une anesthésie locale, il faut juste avoir le matériel, ça se commande, ça s'achète. Bon, et puis voilà, après, on est en relation avec
des circuits d'anapathe, on envoie les prélèvements. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'avoir tout ce qui est sous local, il n'y a pas besoin d'avoir une très très grosse structure, quoi. Ouais. Par exemple, tout ce qui est infiltration en osteoarticulaire, infiltration d'anti-inflammatoires pour soulager les douleurs des gens, quand c'est éco-guidé, il n'y a pas besoin d'une grosse structure. Non, il y a possibilité. En gros, si la question c'est en caricaturant à l'hôpital, il y a tous les trucs intéressants et en privé, on fait tous les trucs chiants. Non, c'est pas vrai, hein. Il y a quand même. On peut faire des trucs sans. C'est sûr que les dossiers de l'espace, ils sont à l'hôpital, mais il y a quand même moyen de rendre service aux gens et de faire de tout en privé, sachant que le privé aussi, c'est vaste. Ça va du petit cabinet où on fait de l'écho, mammo, radio, aux cliniques qui ont aussi des services d'hospitalisation. Donc voilà, c'est... Ouais, bien sûr. Ok. Élise nous pose une question aussi. C'est intéressant, du coup, j'aimerais bien avoir ton avis, Fanny. Est-ce que c'est pas frustrant de ne pas avoir le suivi du patient et donc de ne pas connaître la suite? Bah, tout dépend. Après, moi, et quand les patients, quand c'est les dossiers intéressants, je note le nom et après, je regarde dans le dossier. Enfin, en fait, c'est sûr que si c'est par exemple, je vois ce qu'il veut dire dans le sens où, par exemple, on est dans un cabinet en ville, on fait une échographie, on dit, bah, il y a ça, et après, peut-être le patient va être envoyé chez le gastro-entérologue ou autre, et on n'aura pas forcément le suivi. Oui, c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant, mais tout dépend, en fait. Après, par exemple, à l'hôpital, les patients, je les suis et je regarde ce qu'ils deviennent. Et justement, c'est comme ça qu'on progresse. Et quand on est interne, il faut le faire. C'est quand on a, par exemple, un dossier intéressant, on a dit un diagnostic, on n'est pas sûr ou on pense vraiment ou c'est rare. Et ben après, on va retourner voir, bah, je sais pas, la chirurgie, l'anatomopathologie. Et c'est comme ça qu'on progresse. On se dit, ah bah oui, moi j'avais dit ça, c'est concordant, c'est pas concordant. Et à l'hôpital, il y a vraiment moyen quand même de suivre les dossiers. Et puis peut-être même avec ton activité finalement d'imagerie de la femme, quand c'est dans le cadre du dépistage, tu vas être amené à revoir les femmes régulièrement. Et Puis puis quand c'est après, dans le cadre d'un rien suivi, n'empêche de dire, nous, on a des fois en bas des comptes rendus, merci de me tenir informé. Enfin, en fait, comme les autres correspondants, on a le droit aussi de se faire informer du résultat, hein. Mais c'est sûr que c'est peut-être un peu plus. On n'est pas forcément l'interlocuteur privilégié quand on va envoyer le compte rendu d'hospice, hein, ça c'est clair, on va pas se mentir. ouais. Mais bon, tu as quand même un suivi avec le patient. Mais voilà, après, mais c'est pour ça qu'en fait, tout dépend en fait vous ce qui vous plaît dans votre pratique en fait. C'est si ce que vous aimez, bah, c'est suivre des gens, etc. Bah, c'est sûr que vaut mieux pas faire de la radio et peut-être la médecine de ville avec le suivi des familles, c'est peut-être mieux. Mais après en fait voilà, il faut de tout et on est tous utiles. Le tout c'est de savoir ce qu'on veut faire. Moi, je me rappellerai toujours et c'est un conseil que je peux vous donner pour savoir quelle spécialité vous allez prendre. Moi, l'interne que j'ai rencontré dans mon premier stage d'externat, il m'a dit, Fanny, il faut que tu prennes une spécialité dont la routine te déplaît le moins. C'est hyper important parce que chaque spécialité a ses cas rares, ses cas compliqués, ses cas intéressants. Et ce que vous allez faire la plupart du temps, c'est que vous avez votre petite routine. Et donc, est-ce que cette petite routine-là vous plaît ou pas? Voilà, c'est ça en fait. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, hein. Clairement, il faut avoir ça en tête. Oui, et puis, je l'ai déjà dit en fait au cours de ces lives, mais c'est vrai que c'est une notion parfois qu'on a du mal à comprendre. Mais en fait, la routine, ça a quand même quelque chose de rassurant. C'est-à-dire quand tu vas faire quelque chose que tu maîtrises bien en routine, bah, mine de rien, tu te rassures. Donc, les gens voient toujours ça d'un mauvais œil en disant ouais non, je veux pas de routine, je veux des trucs voilà où on va aller sauver des vies avec le SAMU, l'hélicoptère mais en fait non, au bout d'un moment je vous assure que ça fait du bien de se raccrocher à des choses qu'on maîtrise bien et qui partent pas dans tous les sens quoi. Surtout que la médecine en fait c'est tellement vaste qu'au bout d'un moment si enfin, en fait, on pourrait passer des heures et des nuits à se dire, mais mince, je connais toujours pas ce syndrome, machin, mais tu ne pourras jamais, en fait. La médecine, c'est un océan, et donc à un moment, bah, chacun a son domaine d'action, et bon, faut essayer d'être le plus performant dans son domaine au service du patient, mais je veux dire, on ne pourra jamais tout faire. Donc c'est sûr que après, chacun a son champ d'action, et il faut savoir connaître ses limites pour passer la main quand ça ne nous concerne plus, mais je veux dire. Ouais. C'est gênant en soi d'avoir sa petite routine, quoi. Yes. Elise nous pose une question à propos des résultats parfois compliqués ou des cas graves que tu dois faire ou des annonces que tu dois faire aux patients. Est-ce que le radiologue il intervient un petit peu dans ce processus d'annonce? Bah, oui, d'ailleurs, nous, on est, je pense, plus formés que nos aînés à ça. Nous, à Lyon, en tout cas, on a eu des simulations pour annoncer des choses aux patients. Alors, pas forcément enfin, annoncer de but en blanc, par exemple, un résultat histologique,
Mais c'est vrai que pour moi, ça c'est quand on est un radiologue, j'allais dire digne de ce nom, quand on est un bon radiologue et qu'on va faire bien son travail, c'est de notre devoir de dire aux gens les choses, quoi. Disons qu'il faut le faire avec tact et mesure, et tout dépend de la situation, mais quand par exemple, typiquement, on va reprendre le cas du sein, puisque voilà, vous voyez une opacité mammographique très suspecte, ACR5 pour ceux qui connaissent, et que vous proposez une biopsie à la dame, il faut la préparer à cette annonce, parce que si on lui dit non, non, c'est rien, c'est un kyste, et qu'en fait après elle va voir le chirurgien, bah non, c'est un cancer, enfin, pour moi c'est aberrant. Donc sans dire c'est un cancer, même si on en est sûr à 90%, mais commencer à dire bah voilà, trouver les mots, mais ça s'apprend avec le temps. Et aussi quand on voit nos aînés faire, ça nous inspire, ceux qui font ça bien, on se dit bah ouais, moi je vais présenter ces choses comme lui, je trouve que c'est bien. On peut lui dire à la dame, eh ben, écoutez, là, on a quelque chose qui nous interpelle, on a envie de pousser plus loin. C'est vrai que ça nous inquiète un petit peu, on préfère vérifier ce que c'est, mais sans dire, voilà, vous avez un cancer, mais voilà, on prépare un petit peu les gens à la suite, en fait. Ouais. Ou sur un scanner, par exemple, on voit quelque chose qui nous inquiète, bah, faut leur dire, faut leur laisser quand même une porte de sortie. C'est vrai que nous, ce qu'on n'a pas, c'est justement, par exemple, comme mon collègue qui va dire, bah voilà, ok, vous avez un cancer, mais on vous propose ça, ça, ça comme traitement. C'est vrai que nous, ça, on l'a pas. Donc c'est pour ça qu'il faut leur laisser une porte de sortie, mais il faut quand même un peu dire les choses aux gens, il faut être honnête, quoi. Bah ouais, parce qu'en plus, il faut garder en tête que, bah, je sais pas, mais concrètement, demain, tu vas faire une mammo à une patiente. Après, tu vas quand même lui rendre ton compte rendu où il y a écrit quand même des mots, même s'ils sont techniques, que le Ouais, patient faut aller voir comprend, sur hein. Internet, Il bah oui, comprend, hein. Donc, forcément, il est confronté à la réalité. Si avant, tu lui parles pas, c'est c'est ça, compliqué. c'est sûr. Donc, voilà. Et la deuxième partie de la question d'Élise, qui est intéressante, mais tu en as en partie répondu, c'était est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a des méthodes pour annoncer les résultats graves ou les cas compliqués? Bah après, il y a des méthodes, je pense que c'est chacun avec sa sensibilité, mais c'est vrai que nous, à Lyon, en tout cas, on nous a organisé des sessions ils appelaient ça simulation. On l'a fait aussi pour les urgences. En fait, on avait une salle qui représentait un bureau de consultation, et en fait, on était en groupe, et on avait des petites scénettes où on lisait comme un scénario, et on s'entraînait, et on était filmés, les autres à côté, ils regardaient, et puis après, on débriefait, bah voilà, ça fait ça bien, ça, on aurait pu dire ça comme ça, et voilà, et c'est comme ça qu'on se forme un petit peu. Mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a des pistes pour faire ça au mieux, pour que les gens le vivent le moins mal possible. Après, il y a aussi la réaction des gens. Il y en a qui vont se fermer totalement. Il y en a qui vont être dans le déni. Enfin voilà, après, il y a aussi comment la personne va réceptionner ce qu'on lui dit, hein. Mm. C'est pour ça, je pense que c'est important que chaque médecin, à sa hauteur, dise un peu les choses pour que le patient commence à entendre les choses, quoi. Parce que quand tu es dans le déni comme ça et qu'on t'annonce quelque chose de grave, et bah, au moins tu te prépares petit à petit, quoi. Plutôt que nous, une fois, on avait une patiente, on lui avait dit à l'ovaire, oui, oui, c'est un kyste, c'est un kyste. Non, non, en fait, c'était un gros cancer. Donc, en fait, après, rattraper aussi quand quelqu'un a un peu trop banalisé les choses, nous, on arrive derrière et c'est un peu compliqué, quoi. Ah, mais non, mais lui il m'a dit, ouais, bon. Ou Ouais. alors après, si on ne sait pas, bah, dire, écoutez, moi je ne sais pas, je vais demander un avis à un collègue, hein. C'est pas, quand on ne sait pas, c'est pas grave, hein. Mm. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai que chaque mot face à un patient a son importance et peut être interprété de bonne ou de mauvaise façon. Donc, ouais. Et comme quoi, voilà, preuve en est que le radiologue parle aux patients et voit des patients et interagit avec les patients, hein, clairement, hein. Oui, bah oui, oui. Après, c'est vrai qu'à l'hôpital, peut-être que, enfin, c'est vrai que dans le privé, on a tendance à plus les voir. À l'hôpital, des fois, en fait, comme le circuit est un peu fermé, bah, nous, on fait le compte-rendu et c'est le médecin qui va voir le patient après, qui va l'avoir. Donc, en fait, ça dépend un petit peu du circuit Dans lequel on se dans trouve. lequel on travaille, quoi. Ouais. Ok. Bon, eh ben, enfin, les minutes ont bien avancé quand même. Il nous Ouais, reste c'est allez, rien, une petite dizaine de minutes encore c'est tellement vaste. pour répondre aux dernières questions avec les personnes qui continuent à nous suivre. Je vous remercie d'ailleurs encore d'être avec nous toujours ce soir en live, ça fait plaisir. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Les 10 peut-être dernières minutes là, qui nous restent, j'ai envie de les consacrer un peu à ta méthode de travail, à ta façon dont tu as abordé un peu les choses pour réussir, parce que voilà, j'ai quand même envie de souligner aujourd'hui que tu as quand même brillamment réussi les ECN, on va pas se mentir. Tu fais partie des meilleurs, enfin, des meilleurs aux ECN de ton année, donc je pense que forcément ton secret c'est que tu as beaucoup bossé, mais peut-être tu as d'autres choses à nous apporter au niveau de ta méthode, ou qu'est-ce qui t'a permis vraiment de réussir aussi brillamment?
Bon, bah, merci. Être organisé, franchement, être organisé pour moi, c'est capital. C'est-à-dire, enfin, faut pas partir dans tous les sens, faut pas avoir 50 supports, il faut bosser en fonction du coefficient des matières. Enfin, je veux dire, c'est sûr qu'on va pas passer le même temps sur le bouquin d'ophtalmo qui est tout petit comme ça, et la LCA, on sait que ça va tomber, c'est 10% de la note. En fait, il faut rester organisé et pragmatique. Moi, je m'étais fait des plannings, hein, enfin, clairement, j'ai dit, bah voilà, par exemple, quand j'étais juste avant le concours, bah, je m'étais dit, voilà, je vais faire 3 tours pour tout relire. Et bah, le premier tour, il sera plus long, donc je vais consacrer genre 2 semaines à tel truc, 2 semaines à tel autre. Et puis voilà, je faisais mon planning et j'essayais de m'y tenir, quoi. Et puis en fait, mais c'est sûr que tout dépend de comment on a commencé d'emblée à bosser les matières de l'ECN. Enfin, avant, c'était l'ECN, maintenant, je sais pas ce que ce sera, ça a changé de nom, mais la forme va changer, le fond restera la même chose, puisqu'il va bien falloir l'apprendre, la médecine, hein, de toute façon. Ça, c'est sûr que c'est du travail. Mais il faut être organisé, quoi. Et puis aussi, ce que je trouve, c'est que quand je bossais les dernières années à la BU avec mes amis, il faut aussi privilégier la qualité à la quantité. Ça sert à rien de rester de 8h à 18h à la BU sans aucune pause si vous, la moitié du temps, vous regardez le plafond, quoi. Il vaut mieux bosser moins, mais mieux. C'est-à-dire que moi, j'avais remarqué que j'étais plus concentrée, j'étais bien réveillée en fin de matinée, on va dire, genre 10h midi. Juste après manger, souvent, on a un peu enfin, on digère, enfin, on n'est pas concentré. Donc, faut pas hésiter. Moi, je faisais des fois des siestes, mais genre 20 minutes. Et après, j'étais bien concentrée, souvent après 15 heures. Donc, je vais pas dire que je foutais rien avant 15 heures, mais en fait, des fois, même si on se dit, oh là là, mais je vais rien faire là pendant 1 heure, en fait, c'est hyper frustrant d'être resté toute la journée à la BU et d'avoir l'impression d'avoir rien fait, en fait. Il vaut mieux se dire, bah voilà, là, je fais une vraie pause pour manger 1 heure, je fais une petite sieste de 20 minutes, et après, je m'y mets, mais quand je m'y mets, je suis focus, quoi. Je regarde pas le mec qui va aux toilettes à la BU, quoi. Enfin, vraiment, vraiment, j'avais un ami, il est toujours en train de regarder les gens qui passaient chercher des livres, donc mais c'est pas concentré, quoi. Donc en fait, quand c'est comme ça, il vaut mieux faire une pause. Ouais. Ouais, c'est important. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de dire, mais c'est vrai que tu le soulignes. Et il faut vraiment privilégier la qualité à la quantité. Tu as clairement raison. Et bien dormir. C'est même un petit conseil qui marche dans la vie en général. Hein. Privilégier la qualité à la quantité, surtout aujourd'hui, société de consommation, c'est pas top. Eva, elle pose une question. Alors, je pense que tu es un peu plus jeune, du coup, Eva. Comment ça s'organise l'externat au niveau des cours? En fait, elle demande si les cours sont organisés, enfin, sont rassemblés par organes. Pas vraiment par organe, c'est par spécialité en fait. Hein. Ouais, ça dépend des facs, mais en fait, tu as un apprentissage donc, au début qui va être plus, on va dire, général. On va faire un peu de la physiopathologie, on va apprendre déjà la sémiologie, donc les symptômes. Enfin, vraiment, déjà, il faut apprendre tout le jargon, le vocabulaire. Et puis petit à petit, quand on a un peu toutes ces bases, un peu les bases générales, on va vraiment rentrer dans le dur où on va faire par spécialité en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que au final, c'est pas si mal construit que ça, les études de médecine, parce que voilà, tu as vraiment la base que tu apprends, toutes les pierres en fait que tu imbriques, et toute cette base-là, forcément, elle va être nécessaire pour avoir les fondations après de ta pratique médicale qui va être de plus en plus transversale. En fait, tu vas voir quand tu grandis dans les études médicales, tu vas avoir une approche de plus en plus transversale, globale, et en fait, voilà, tu arrives au bout d'un moment à vraiment te rendre compte de toute la globalité des choses. Et c'est un apprentissage qui se fait avec le temps, mais qui n'est pas si mal fait. Et surtout, Alors je trouvais, après, moi, vers la fin, je trouvais ce qui était génial, c'est qu'en fait, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais plus on en sait, et plus c'est facile de rajouter des connaissances dans le sens où, en fait, au début, c'est comme si on avait un puzzle à 1000 pièces, on a juste 2 pièces, on est là, on galère et tout ça. Et en fait, quand on est par exemple, à 990 pièces, et ben, de rajouter une autre pièce, et ben, c'est beaucoup plus facile parce que tout s'intègre en fait dans un contexte, un cadre, et plein de choses sont interreliées entre elles en fait. ouais. C'est petit à petit, vous allez construire votre puzzle et en fait, après, ça va aller beaucoup mieux. Ouais, j'aime bien cette image, ça parle et c'est une belle image. Et du coup, c'est vrai, en fait, si vous êtes perdu là, si vous avez l'impression que vous comprenez rien, que vous êtes complètement à côté, en fait, gardez en tête qu'on est tous passés par là. À un moment, on comprend rien, un moment, on a l'air d'être complètement largué, mais en fait, je vous assure que si vous faites l'effort d'essayer de continuer à comprendre, à bosser, au bout d'un moment, ça s'imbrique, comme tu dis, en fait, et les pièces que tu rajoutes, c'est presque naturel et ton puzzle, il se dessine et tu comprends beaucoup de choses, quoi. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut bien insister quand même sur les bases. Mais si après vous avez fait le taf au fur et à mesure sans être excessif, hein, je veux dire au début, c'est sûr que on va,
pour rassurer tout le monde, là, on a l'impression que c'est hyper grave, hyper chiant, mais en P2, j'ai fait plein de soirées médecine et je me suis amusée. Enfin voilà, ok, faut se détendre, mais il faut quand même un petit peu bosser au fur et à mesure. Mais voilà, faut pas se mettre trop la pression au début, quoi. Yes. Et Elise pose une question que j'allais te poser naturellement. Toi, tu as fait une prépa ou tu as fait des prépas privées ou tu as réussi vraiment avec ce que te proposait la fac Pour le SEN ou la P1? Pour le SEN? pour les deux, pour la P1. Pour la P1, non, moi j'avais une prépa les 2 années. Ok. Voilà. Et Et pour les lycéennes? tout dépend. Enfin, après, chaque fac a plus ou moins un tutorat performant, on va dire. Nous, il était modérément performant. Et puis bon, comme je tiens à préciser, j'ai aucun médecin dans ma famille. Je ne viens pas d'une dynastie de médecins. Donc c'est vrai que nous, on était un peu, on va essayer de te donner toutes les chances dans ma famille pour que tu y arrives. Donc j'ai fait les prépas en P1. Et après, pour le CN, pareil, en fait, j'ai commencé, c'est drôle, mais sur Conf Plus, au début, quand j'étais, je pense, j'ai dû commencer en 5e année, ouais, parce qu'en fait, il y avait des confs à la fac. Et puis moi, j'avais pas vraiment envie d'aller, en plus des confs de temps en temps le soir à la fac, dans un truc le samedi ou quoi, tout de suite. En fait, je m'étais dit, je vais m'inscrire dans une prépa en présentiel pour faire des confs en plus, juste la dernière année pour mettre vraiment le coup de bourre la dernière année. Mais le reste du temps, en fait, j'avais pris, du coup, notamment Conf Plus et aussi j'ai pris un autre site, ECNI pour ne pas les citer, pour en fait faire des petits trucs en plus chez moi à la demande. Donc, je faisais mes petits cas cliniques, mes trucs, et ça m'allait bien parce qu'en fait, faut pas se mettre. En fait, il faut garder du mou sous la pédale jusqu'au dernier moment. Parce que si vous êtes épuisé 2 ans avant le concours, c'est pas la peine, quoi. Ouais. Il faut monter crescendo. Donc, moi, j'avais pris comme ça des petits compléments sur Internet. C'était bien pratique. Et la dernière année, j'avais toujours les trucs sur Internet, mais j'avais pris en plus un truc en présentiel le dimanche parce que je me disais, de toute façon, le dimanche, je fous rien, je suis fatiguée. Donc, comme ça, au moins, je vais à la conf en plus. Et puis voilà. Ouais. Voilà, ouais, en fait, c'est vrai que moi, j'ai fait un peu la même chose que toi. Au final, je pense on s'adapte un peu en fonction de nos envies et de ce qu'on choisit, mais c'est vrai que c'est un bon complément quand même, mine de rien, d'avoir à côté finalement des sites ou des organismes de formation, mais qui te permettent librement d'aller faire tes confs quand tu veux, de réviser tes matières quand tu veux, sans contrainte. Et puis C'est souvent, pas c'est mal. expliqué différemment de tes bouquins ou de tes confs à la fac ou de tes profs, donc ça te fait une autre vision. Moi, il y a des trucs que j'ai Ouais. compris sur les confs, là. Je me suis dit, waouh, mais pourquoi personne m'avait jamais expliqué ça avant? Bon, franchement, en néphro notamment. Ouais, il faut toujours multiplier les points de vue. Des fois, il y a des choses comme ça qui s'illuminent spontanément. Et du coup, Elise, tu posais ta question complément à la question sur Lille. Moi, je ne pourrais pas te répondre effectivement quel est le meilleur choix sur Lille. Est-ce que c'est la fac ou est-ce que c'est des privés? Il faut que tu vois un peu ce qui est proposé à Lille, en fait, et que tu poses des questions aux plus anciens. Ça marche bien aussi, ça. Savoir un peu ce qu'ont fait les autres pour réussir, et puis t'inspirer un petit peu de ce qu'ils ont fait. Voilà. Je Et, pense que ça fonctionne. et pour les externes qui nous regardent, juste pour l'apprentissage, ça me fait penser quand tu disais les supports différents. Il y a un moment où vous allez voir, vous allez avoir bossé tous vos trucs dans vos cours, dans votre livre, et c'est tellement redondant, vous avez l'impression que vous le lisez, que vous retenez plus rien. C'est là où, en fait, aller en stage, ça sert. Et par exemple, demandez à ces internes qui vous expliquent des trucs, parce que quand vous voyez les choses sous différentes formes, un coup dans le livre et un coup, par exemple, un cas clinique, un patient que vous allez voir à l'hôpital, ça va vous marquer différemment, en fait. Vraiment apprendre les choses différemment. Si vous relisez 50 fois le livre de pédiatrie, il y a forcément des trucs, à force de lire, en fait, vous imprimez pas, alors que si cette chose-là, vous l'avez vue en stage ou que votre interne vous l'a expliqué, que vous avez en plus rigolé avec lui, parce que quand il y a de l'émotionnel, on retient mieux, et en fait, vous allez voir que ça va mieux rentrer. Vraiment mieux rentrer. Ouais. Bah ouais. Bah merci pour tous ces petits conseils. Voilà. On a déjà débordé notre heure, tu vois, ça passe vraiment vite. Voilà, Pour le coup, on a le temps d'aborder plein de sujets et c'est super intéressant de discuter de tout ça. Bah, je te laisse Fanny le mot de la fin si tu veux conclure. En gros, que la radiologie, c'est vraiment une spécialité ultra transversale et ultra intéressante qui offre donc des possibilités d'exercices variés. On peut bosser à l'hôpital, en privé, en exercice mixte. On peut faire plein de surspécialités différentes. On peut faire de l'osteoarticulaire, de la femme, du digestif. Vraiment, c'est très, très transversal et c'est hyper stimulant intellectuellement. C'est vraiment très intéressant.
Donc, Super. essayez, et si vous ne savez pas, parce que c'est vrai qu'il faut se rendre compte, essayez d'aller voir dans les stages ou de demander après le concours de passer une semaine dans un stage pour voir. Enfin, jamais personne ne vous dira non, hein, franchement. Ouais, bah ouais, ça c'est clair. Et j'en profite toujours pour rappeler que vous n'hésitez pas, si jamais vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. On sera toujours ravis de vous répondre, vraiment, parce que bon, on organise ça clairement pour vous. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci Fanny d'avoir été avec nous ce soir, c'était vraiment super. Merci à vous de l'invitation. Merci.